Avez-vous déjà pensé que parfois, derrière un simple sourire figé sur une photo ancienne, se cache une vérité capable de bouleverser des vies entières? En juin 1910, dans un château près de Bordeaux, un héritier de 24 ans posait pour sa photo de fiançailles. Mais ses yeux ne regardaient pas l'objectif. Il cherchait quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un scandale allait éclater, détruisant un monde bâti sur le mensonge et révélant une vérité que personne n'osait affronter. Ce que cette image dévoile, vous allez le découvrir maintenant, à travers une histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Cela nous aide énormément à partager ces récits et à continuer à donner vie à des histoires qui portent des leçons réelles sur le courage, la peur et la vérité. Il existe une photographie qui ne devrait pas exister. Prise le 14 juin 1910, sur le terrasseau du château de Montreuil, près de Bordeaux, elle capture le moment exact où un homme a choisi de tout perdre pour une promesse qu'il savait impossible à tenir. Si vous regardez attentivement les yeux d'Armand de Villiers sur cette photo, vous verrez qu'il ne fixe pas l'objectif. Il cherche quelqu'un qui changerait sa vie en 3 minutes. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi cette photo, conservée aujourd'hui au musée d'Aquitaine, est devenue la preuve qu'un seul instant de courage peut racheter une vie entière de lâcheté. Cette photo montre un jeune héritier de 24 ans, Armand de Villiers, posant avec sa fiancée Claire Deschamps. Mais ce que personne ne remarque au premier regard, c'est ce détail troublant. Tandis que Claire sourit doucement à l'objectif, Armand regarde vers la droite, au-delà de l'arche de pierre. Son regard trahit une anxiété que même le photographe, Monsieur Émile Lacroix, a noté dans son journal personnel retrouvé dans les archives du studio Lacroix en 1987. Lacroix écrit « Le jeune monsieur de Villiers semblait attendre un signal. Ses mains tremblaient légèrement, ce qui m'a obligé à refaire plusieurs prises. Mais reprenons depuis le début. Armand de Villiers n'était pas l'homme parfait que cette photo semble montrer. Depuis la mort de son père 8 ans plus tôt, quand il avait seulement 16 ans, il buvait. Pas assez pour que les invités le remarquent, mais suffisamment pour que ses mains tremblent chaque matin. La cicatrice sur son menton, visible sur la photo si vous regardez bien, venait d'une chute de cheval 3 ans auparavant. Ce jour-là, un ouvrier agricole s'était aussi blessé dans le même accident. Armand avait choisi de soigner d'abord son cheval. L'ouvrier était mort 2 jours plus tard du tétanos. Cette lâcheté le hantait chaque nuit. Claire Deschamps, 20 ans, fille de négociant en vin de Bordeaux, portait ce jour-là une robe de soie ivoire qui cachait ses mains. Sous ses gants de dentelle, ses ongles étaient rongés jusqu'au sang. Elle avait perdu 2 frères de la tuberculose quand elle était enfant, et depuis, elle lavait ses mains 30 fois par jour. Le docteur Auguste Perrin, qui soignait les familles bourgeoises de la région, note dans son journal médical qu'elle consommait régulièrement du laudanum pour dormir. 2 francs la dose à la pharmacie Dubois de Bordeaux. Elle savait pour l'enfant d'Armand, avec la servante. Mais le contrat de mariage, déposé chez Maître Dubois, notaire, représentait 200 hectares de vignes et la survie économique de sa famille, après la sécheresse de 1909. Mais la vraie histoire commence avec Élise Moreau. 21 ans, servante au château depuis l'âge de 7 ans. Elle boitait légèrement de la jambe gauche depuis une chute dans les escaliers de pierre quand elle avait 9 ans. 2 ans avant cette photo, elle avait disparu pendant 4 mois. Les registres paroissiaux de Saint-Émilion montrent qu'elle est revenue avec un enfant, Lucien, né le 3 mars 1908, officiellement de père inconnu. Mais les yeux gris de l'enfant, cette couleur si particulière dans la famille Villiers depuis des générations, racontaient une autre histoire. Élise ne savait ni lire ni écrire. Quand Armand lui envoyait des messages, elle devait demander à son frère Henri de les lui lire. Henri, 18 ans, était différent. Il avait appris à lire grâce à Armand qui, dans un rare moment de bonté, lui donnait des leçons secrètes à l'aube dans la bibliothèque du château.
Henri sculptait de petits animaux en bois qu'il offrait aux enfants du village. Mais il cachait un secret terrible. Il souffrait d'épilepsie. Une seule crise devant les autorités et il serait déclaré inapte au service, mais aussi enfermé dans un asile. Ce 14 juin 1910, la menace planait sur le château comme l'odeur du vin qui fermente. La loi de recrutement colonial de 1908 exigeait un quota de jeunes hommes par département. Les archives départementales de la Gironde conservent encore les listes. 47 jeunes hommes de la région devaient partir pour l'Algérie ce mois-là. Henri Moreau était le numéro 23 sur cette liste. L'intendant du château, M. Roux, un homme au sourire froid qui gérait les comptes depuis 15 ans, connaissait tous les secrets. Le grand livre de comptes du château, conservé aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Bordeaux, montre des irrégularités troublantes. Chaque mois, 20 francs disparaissaient, exactement le salaire d'une servante. Roux savait où allait cet argent. Au docteur Perrin pour soigner l'asthme du petit Lucien. Il utilisait cette information comme une arme. « Monsieur le comte, disait-il à Armand avec son sourire de serpent, les gens parlent. Un mot de ma part et votre oncle apprendra tout sur le bâtard. » L'oncle d'Armand, Gaston de Villiers, menaçait de vendre la moitié des terres pour payer les dettes accumulées après la sécheresse. 3 travailleurs du château étaient morts du choléra ce printemps-là. Les vignes peinaient à se remettre. Un hectolitre de vin se vendait 45 francs, mais les coûts de production en absorbaient 40. La ruine guettait. C'est dans ce contexte qu'Armand avait fait une promesse à Élise. Une promesse murmurée dans l'obscurité des caves, tandis que le petit Lucien toussait dans ses bras. « Si je vois Henri dans la cour le jour de mes fiançailles, je le cacherai dans les caves jusqu'à la nuit. La Croix a des contacts républicains à Bordeaux. Ils peuvent faire disparaître son nom des listes. » Élise avait serré son enfant plus fort. « Et si vous échouez ?» Armand avait touché la joue de son fils. Ce fils qu'il ne pouvait pas reconnaître. « Je n'échouerai pas. » Mais ce qu'Armand ignorait, c'est que Roux avait tout entendu. Et tandis que le photographe préparait son appareil sur le terrazzo ensoleillé, tandis que les invités buvèrent du champagne en discutant du prix du vin, tandis que Claire ajustait sa robe et cachait ses mains tremblantes, Roux se glissait vers le portail pour faire entrer les gendarmes. Sur la photo, si vous regardez bien dans le coin droit, on aperçoit une ombre floue. C'est Élise, cachée derrière l'arche avec Lucien dans les bras. Elle attend le signal d'Armand, ce signal qui ne viendra jamais comme prévu, car dans exactement 1 minute, les bottes des gendarmes résonneront sur les pavés de la cour, et tout ce monde soigneusement construit s'effondrera comme un château de cartes. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 6 mois plus tôt, quand Armand croyait encore qu'on pouvait mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Janvier 1910, 6 mois avant la photo. Le château de Montreuil se réveillait sous la neige, événement rare en Bordelais. Dans la cuisine, Élise préparait le feu de l'aube, ses mains marquées de brûlures anciennes tremblant de froid. Le petit Lucien, 2 ans, toussait dans son berceau improvisé près de la cheminée. Chaque respiration sifflait comme le vent dans les vignes mortes. Le docteur Perrin avait été clair dans son diagnostic, consigné dans ses notes médicales. Asthme chronique aggravé par l'humidité du château. Sans traitement régulier, l'enfant ne survivrait pas à son 5e hiver. Ce matin-là, Armand descendit plus tôt que d'habitude. L'insomnie le torturait depuis des mois, depuis qu'il avait appris que Claire Deschamps serait sa fiancée. Un arrangement entre familles, négocié comme une cargaison de vin. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant Élise bercer Lucien. La ressemblance devenait dangereuse. Les mêmes yeux gris, le même front haut des Villiers. Même les domestiques commençaient à murmurer. « Il tousse encore », dit Armand, sa voix rauque trahissant qu'il avait bu la veille. Élise ne leva pas les yeux. Elle ne le faisait plus depuis qu'il avait annoncé ses fiançailles. Le docteur dit qu'il faut l'emmener au sud. L'air marin. Sa voix se brisa. 20 francs par mois ne permettaient pas de rêver à la mer. Armand fouilla dans sa poche et sortit une bourse. Prenez ceci, pour les médicaments. Élise recula. Les gens parlent déjà trop, monsieur le comte. Ce titre, comme une gifle entre eux. Il déposa l'argent sur la table.
Alors qu'il parle. Mon fils ne mourra pas de froid dans les cuisines de ma propre maison. C'était la première fois qu'il disait « mon fils » à voix haute. Le mot resta suspendu dans l'air glacé comme la buée de leur respiration. Dehors, on entendait Henri fendre du bois. Le rythme régulier de la hache s'arrêta soudain. Un bruit sourd. Élise se précipita à la fenêtre. « Henri !» Son frère était tombé, le corps secoué de convulsions sur la neige qui se tachait de rouge, là où il s'était mordu la langue. Armand courut dehors, retira sa veste pour la glisser sous la tête d'Henri. « Ne le touchez pas », ordonna-t-il aux autres domestiques qui accouraient. « Laissez-le, ça va passer. » Il connaissait les crises. Son propre cousin en souffrait avant d'être enfermé à l'asile de Cadillac, où il était mort 6 mois plus tard. Quand Henri revint à lui, confus et tremblant, Armand l'aida à se relever. « Personne ne doit savoir », murmura le jeune homme, la terreur dans les yeux. Armand acquiesça. « Personne ne saura. Vous avez glissé sur la glace, c'est tout. » Mais Roux observait depuis la fenêtre du premier étage. Le registre des incidents du château, qu'il tenait méticuleusement, porterait ce jour-là une note énigmatique. HM. Incident médical à surveiller. Mars 1910. Le printemps amenait les premières listes de recrutement. Le père Dubois, curé de Saint-Émilion, avait commencé à falsifier des actes de décès pour les familles qui pouvaient payer. 100 francs pour mourir sur le papier et renaître ailleurs. Mais les Moreau n'avaient pas 100 francs. Élise supplia Armand dans la bibliothèque où Henri apprenait à lire. Ils vont le prendre. Vous savez ce qui arrive aux épileptiques dans l'armée coloniale. Ils les attachent pendant les crises. Ils meurent étouffés. Les larmes coulaient sur ses joues. Henri tenait un livre entre ses mains, Les Misérables, de Hugo. Il lisait lentement mais avec passion. Jean Valjean aussi était condamné, dit-il doucement. Mais il a trouvé sa rédemption. Armand prit une décision ce jour-là. Une décision qui allait tout changer. Il écrivit une lettre à Émile Lacroix, le photographe. Pas seulement un photographe, découvrirait-on des décennies plus tard dans ses archives personnelles, mais un membre actif du réseau républicain qui aidait les déserteurs à fuir vers l'Espagne. La lettre, conservée aujourd'hui au musée d'Aquitaine, est brève. « Mon ami, j'aurai besoin de votre art le 14 juin, et peut-être d'autres choses. » Avril 1910. Claire Deschamps visitait le château pour préparer les fiançailles. Elle croisa Élise dans l'escalier de service. Lucien jouait avec un petit cheval de bois sculpté par Henri. Claire s'arrêta, regarda l'enfant, puis Élise. « Il a les yeux de son père », dit-elle simplement. Élise baissa la tête. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. » Claire retira l'un de ses gants et toucha doucement la joue de Lucien. Pauvre petit, naître dans le mensonge. Puis elle remit son gant et continua son chemin. Mais le soir, les domestiques trouvèrent un panier de provisions devant la porte d'Élise, et un flacon de sirop pour la toux, celui que le docteur Perrin prescrivait aux enfants riches. Mai 1910. L'étau se resserrait. Les gendarmes faisaient du porte-à-porte, vérifiant les listes. 47 jeunes hommes devaient repartir. 7 avaient déjà fui. 3 s'étaient mutilés pour être déclarés inaptes. 1 s'était pendu dans la grange de son père. Les archives départementales conservent le rapport du lieutenant Morvan. Résistance passive croissante, recommande intervention musclée pour l'exemple. Henri sculptait frénétiquement. Des dizaines de petits animaux s'accumulaient dans sa chambre. Pour les enfants, disait-il à Élise, quand je serai parti, ils se souviendront de moi. Il avait accepté son sort avec une résignation qui brisait le cœur de sa sœur. Mais Armand ne l'acceptait pas. Chaque nuit, il étudiait les plans du château, cherchant la meilleure cachette. Les caves à vin, profondes et labyrinthiques, où même Roux ne s'aventurait pas. Juin 1910, une semaine avant les fiançailles. Roux convoqua Armand dans son bureau. Sur la table, une pile de factures. 20 francs par mois pour des médicaments. Curieux pour un château où personne n'est officiellement malade. Son sourire était celui d'un chat qui joue avec une souris. Votre oncle serait intéressé de savoir où va son argent.
Armand sentit ses mains trembler. Il les cacha sous la table. « Que voulez-vous, Roux ?» L'intendant se leva, marcha vers la fenêtre d'où on voyait Élise étendre le linge, Lucien jouant à ses pieds. « Le garçon Moreau sera arrêté lors de vos fiançailles. C'est décidé. Le lieutenant Morvan veut faire un exemple. Sauf si... » Il laissa la phrase en suspens. « Sauf si vous me cédez la parcelle ouest, 100 hectares, à mon nom. » C'était du chantage pur et simple. 100 hectares valaient une fortune. Mais c'était aussi la liberté d'Henri, peut-être sa vie. Armand se leva lentement. « Vous aurez ma réponse le jour des fiançailles. » Roux sourit plus largement. « J'ai déjà prévenu les gendarmes. Ils viendront à 15 heures précises, juste après la photo officielle. » Cette nuit-là, Armand but plus que de coutume. Claire le trouva dans la bibliothèque, effondré sur le bureau. Elle prit le verre de ses mains, s'assit près de lui. « Je sais ce que Roux demande, » dit-elle doucement. « Les domestiques parlent. » Armand leva des yeux rougis vers elle. « Je ne suis qu'un lâche, Claire. Un lâche qui essaie de jouer au héros. » Claire retira ses gants, révélant ses ongles rongés, ses mains abîmées par les lavages compulsifs. « Nous sommes tous lâches, Armand. Moi je me marie pour sauver ma famille de la ruine. Vous buvez pour oublier. Élise ment pour protéger son enfant. Henri cache sa maladie pour protéger sa sœur. Même Roux est lâche. Il vole parce qu'il a peur de rester pauvre. » Elle prit une inspiration profonde. « Mais demain, pendant une minute, nous pouvons choisir d'être courageux. Juste une minute. C'est peut-être suffisant pour changer une vie. » Le 13 juin, veille des fiançailles, Armand prit ses dernières dispositions. Il montra à Henri l'entrée secrète des caves, derrière une fausse cloison. Il donna à Lacroix l'argent pour un passage vers l'Espagne. Il écrivit une lettre qu'il ne posterait jamais, où il reconnaissait Lucien comme son fils. Et à l'aube du 14 juin, jour de la photo, il but son dernier verre de cognac. Ses mains ne tremblaient plus. Pour la première fois en 8 ans, Armand de Villiers était sobre. Et terrifié. Car dans quelques heures, sur ce terrasseau ensoleillé, sous l'œil de l'appareil photographique, 3 vies allèrent se jouer en 3 minutes. Et cette fois, il ne pourrait pas fuir. 14 juin 1910, 14h30. Le soleil de juin transformait le terrasseau du château en fournaise de pierre blanche. Les invités s'éventaient avec leur programme de cérémonie, imprimé chez Delmas & Fils, imprimeur de Bordeaux depuis 1876. Le champagne Röderer tiédissait dans les coupes de cristal. L'orchestre de chambre, 5 musiciens venus de Bordeaux pour 30 francs la journée, jouait une valse de Strauss. Tout respirait la respectabilité bourgeoise. Tout était mensonge. Armand ajustait pour la 10e fois sa cravate de soie. Ses mains ne tremblaient pas, miracle de sa nouvelle sobriété, mais la sueur perlait à son front malgré la brise. Devant lui, Émile Lacroix préparait son appareil photographique, un Gandolfi de fabrication britannique qui avait coûté une fortune. Le photographe parlait de lumière et d'angle, mais ses yeux disaient autre chose. Dans sa poche, il avait les papiers falsifiés pour Henri Moreau. Nouveau nom, Henri Martin, ouvrier agricole en partance pour Barcelone. Claire arriva au bras de son père, Monsieur Deschamps, négociant ventru qui calculait déjà les bénéfices de cette union. Elle portait la robe de soie ivoire confectionnée par Madame Bouchard, la meilleure couturière de Bordeaux. Sous ses gants de dentelle, ses mains étaient écorchées à force de lavage. Elle avait pris sa dose de laudanum ce matin, mais l'effet s'estompait. L'anxiété montait comme la marée. « Vous êtes radieuse, ma chère », mentit sa mère. Claire sourit, ce sourire qu'elle avait perfectionné devant le miroir. Le sourire d'une jeune femme heureuse de se fiancer. Un sourire qui cachait qu'elle savait exactement ce qui allait se passer. Car la veille au soir, elle avait surpris Roux donnant ses instructions au lieutenant Morvan. Le jeune Moreau sera dans la cour à 15 heures. Mes informateurs me l'ont confirmé. Arrêtez-le devant tout le monde, que ce soit un exemple. 14h45. Élise attendait dans l'ombre de l'arcade latérale, Lucien dans ses bras. L'enfant était agité, sa respiration sifflante empirée par la chaleur. Elle berçait doucement, murmurant une comptine que sa mère lui chantait avant de mourir en couche. « Dors, mon petit prince, dors. Les anges veillent sur toi. »
mais ses yeux surveillaient la cour. Henri devait arriver d'une minute à l'autre. Henri justement franchissait le portail de service. Il avait revêtu sa meilleure chemise, celle qu'Armand lui avait donnée. Dans sa poche, 3 petits animaux sculptés. Un cheval pour Lucien, un oiseau pour Claire, un loup pour Armand. Il savait que les gendarmes viendraient. Élise avait tenté de le dissuader, mais il avait été ferme. « Si je me cache aujourd'hui, ils s'en prendront à toi et aux petits. Je ne fuirai pas. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Armand avait tout prévu. La cache dans les caves, les papiers de la croix. Le passage de nuit vers l'Espagne. 14h50. La croix demanda au fiancé de prendre position. « Monsieur le comte, ici. Mademoiselle, à sa droite. Voilà, parfait. » Il regarda à travers le viseur. Le cadrage était impeccable. Les géraniums en peau de faïence créaient des taches de couleur. Les rideaux blancs flottaient doucement. Au fond, des ouvriers continuaient de travailler, indifférents au théâtre bourgeois qui se jouait devant eux. « Regardez-moi bien !» ordonna la croix. Claire obéit, fixant l'objectif avec ce sourire travaillé. Mais Armand venait d'apercevoir Henri qui traversait la cour, et derrière lui, émergeant de l'ombre comme des vautours, le lieutenant Morvan et 2 gendarmes. Le piège se refermait. 14h55. Armand prit sa décision. Au lieu de regarder l'objectif, il tourna légèrement la tête vers la droite, vers l'arcade où Élise attendait. Un signal. « Maintenant », articula-t-il silencieusement. Élise comprit. Elle devait emmener Henri vers les caves. Maintenant. Claire sentit la tension dans le corps d'Armand. Sans bouger la tête, elle murmura. « Tenez bon ». Sa main se crispa sur son bras. Elle aussi avait vu les gendarmes. Elle aussi savait ce qui allait arriver. Mais elle maintenait son sourire, ce masque parfait de fiancée heureuse. La croix appuya sur le déclencheur. Le temps se figea. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. L'obturateur se referma avec un déclic métallique. La photo était prise. Ce moment, cet instant précis où tout tenait encore ensemble, était maintenant gravé sur la plaque de verre. 15 heures. Les cloches de l'église Saint-Émilion sonnèrent au loin. Comme un signal, Roux émergea de la maison, guidant les gendarmes droit vers Henri. C'est lui, le déserteur. Le mot claqua dans l'air chaud comme un fouet. Henri ne courut pas. Il sortit calmement les 3 sculptures de sa poche et les posa sur la balustrade de pierre. Puis il se tourna vers les gendarmes. « Je ne suis pas un déserteur. Je ne me suis pas encore présenté. » Le lieutenant Morvan ricana. « Dans 2 heures, tu aurais été déclaré tel. Autant t'arrêter maintenant. » Armand lâcha le bras de Claire et s'avança. « Cet homme travaille pour moi, il est sous ma protection. » Sa voix ne tremblait pas. Pour la première fois de sa vie, il faisait face. Roux sourit. « Monsieur le comte oublie notre conversation d'hier. »« 100 hectares, vous vous souvenez ?» Le silence tomba sur la terrasse comme une chape de plomb. Les invités retenaient leur souffle. L'orchestre avait cessé de jouer. Même les ouvriers au fond s'étaient arrêtés, observant la scène. C'est alors que Lucien se mit à tousser. Une toux déchirante d'enfant malade qui résonna dans le silence. Élise tenta de le calmer, mais l'enfant s'échappa de ses bras. Il courut sur ses petites jambes chancelantes à travers la terrasse, droit vers Armand. « Papa, papa !» Le mot explosa comme une bombe. Les invités haletèrent. Le père de Claire devint écarlate. L'oncle d'Armand laissa tomber sa coupe qui se brisa sur les pierres. Lucien s'accrocha aux jambes d'Armand, toussant et pleurant. « Papa, j'ai peur !» Armand avait 3 secondes pour choisir. Nier l'enfant et garder tout, ou le reconnaître et perdre tout. Il regarda Élise, effondrée contre le mur. Henri, digne face aux gendarmes. Claire, dont le masque parfait venait de se fissurer. Et ce petit garçon malade qui levait vers lui des yeux gris, ses yeux. Il se baissa, prit Lucien dans ses bras et dit d'une voix claire, « Oui, mon fils, je suis là. » Le chaos explosa. L'oncle Gaston vociférait sur le déshonneur de la famille. Le père de Claire exigeait l'annulation immédiate des fiançailles. Les invités murmuraient, scandalisés et ravis d'un tel spectacle. Roux triomphait,
voyant déjà les terres tomber dans son escarcelle. Mais Claire fit alors quelque chose d'extraordinaire. Elle traversa la terrasse, sa robe de soie bruissant sur les pierres, et marcha droit vers Élise. Elle l'aida à se relever, puis se tourna vers l'assemblée. « Cette femme et son enfant sont sous ma protection. Quiconque leur veut du mal devra d'abord passer par moi. » Son père suffoqua. « Claire, tu es folle, notre réputation. » Elle se tourna vers lui. « Notre réputation, père? Celle bâtie sur le mensonge? Sur des mariages arrangés comme des transactions commerciales? Sur l'exploitation de gens comme Élise qui travaillent pour 20 francs par mois pendant que nous buvons du champagne à 45 francs la bouteille? » Lacroix choisit ce moment pour intervenir. Il s'approcha du lieutenant Morvan. « Mon lieutenant, j'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant Monsieur Roux. Des irrégularités dans les comptes du château. Des détournements. J'ai des preuves. C'était un bluff magistral, mais Roux pâlit. Les années de petits vols, de chantage, de malversation. Si on fouillait vraiment. De plus, continua Lacroix en sortant une enveloppe de sa veste. J'ai ici une lettre du préfet de Gironde, mon beau-frère, voyez-vous. Il serait très mécontent d'apprendre qu'on arrête des jeunes gens sans respecter la procédure légale. Monsieur Moreau a jusqu'à 17 heures pour se présenter. Il est 15h10. Le lieutenant hésita. Il pouvait insister, mais affronter le préfet. Et puis ce photographe semblait en savoir trop. Nous reviendrons à 17 heures, grogna-t-il finalement. Qu'il soit là. Mais Henri avait disparu. Pendant la confusion, tandis que tous les yeux étaient sur Lucien et Armand, il s'était glissé vers les caves, suivant le plan qu'Armand lui avait montré. Dans 2 heures, il serait en route vers Bordeaux. Dans 3, sur la route de l'Espagne. Les sculptures qu'il avait laissées sur la balustrade seraient la seule preuve de son passage. L'oncle Gaston s'approcha d'Armand, le visage tordu de rage. « Tu es fini, mon neveu. Je reprends les terres. Tu n'auras plus rien. » Armand serra Lucien plus fort contre lui. L'enfant avait cessé de tousser, apaisé dans les bras de son père. « J'aurai mon fils, mon oncle. C'est plus que vous n'avez jamais eu. » Claire s'approcha d'eux. Sa décision était prise. « Monsieur de Villiers, dit-elle formellement, notre engagement est naturellement rompu. » Puis elle baissa la voix. « Mais si vous avez besoin d'aide pour l'enfant, pour les soins médicaux, mon cousin à Arcachon est médecin. L'air marin serait bon pour ses poumons. » Les invités commençaient à partir, emportant avec eux le scandale du siècle. Demain, tout Bordeaux saurait. Le comte de Villiers et la bâtarde. Les fiançailles rompues. La fortune perdue. Mais dans les bras d'Armand, Lucien souriait, regardant les oiseaux voler au-dessus du terrasseau. Élise s'approcha timidement. « Monsieur Armand, qu'allez-vous faire maintenant ?» Il la regarda, cette femme qu'il avait aimée dans l'ombre, cette femme qui avait porté son enfant sans jamais rien demander. « Je ne sais pas, Élise. Mais quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble, si vous le voulez. » Elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. Et Henri, Lacroix intervint. « Il sera en sécurité. J'y veillerai personnellement. Dans quelques années, quand les choses se seront calmées, il pourra revenir. » Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres dorées sur le terrasseau désert. Les géraniums continuaient de fleurir dans leur peau de faïence. Indifférent au drame humain. La photo, dans l'appareil de Lacroix, attendait d'être développée. Cette photo qui montrerait à jamais un homme au moment exact où il choisissait entre le mensonge confortable et la vérité difficile. Un homme dont le regard fuyait l'objectif parce qu'il cherchait déjà son avenir ailleurs. 15h30. Le terrasseau se vidait comme une salle de théâtre après un spectacle scandaleux. Les domestiques ramassaient les verres brisés en silence, évitant de croiser les regards. Dans le grand salon, l'oncle Gaston dictait déjà une lettre à son notaire pour reprendre possession des terres. Le père de Claire tempêtait, exigeant des dommages et intérêts pour l'humiliation subie. Mais sur le terrasseau, dans la lumière dorée de l'après-midi, un étrange calme était tombé sur le petit groupe qui restait. Armand tenait toujours Lucien dans ses bras. L'enfant s'était endormi, épuisé par la crise de toux et l'émotion.
Son petit corps se soulevait régulièrement, chaque respiration sifflante rappelant l'urgence des soins. Claire n'était pas partie avec ses parents. Elle avait défié les ordres de son père, restant assise sur le banc de pierre, observant cette famille impossible qui venait de se former dans le chaos. Élise restait à distance, n'osant pas s'approcher. 21 ans de servitude ne s'effacent pas en une déclaration publique. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait de lisser sa robe de servante, cette robe qui marquait la frontière invisible entre eux. Armand la regardait, et pour la première fois, il vit vraiment les marques de brûlure sur ses bras, la claudication de sa jambe gauche, les années de travail inscrites dans chaque ride prématurée de son visage. « Élise, dit-il doucement. « Venez. » Elle hésita, puis s'approcha lentement. Il lui tendit Lucien. « Notre fils a besoin de ses deux parents. » Le mot « notre » flotta entre eux comme une promesse tardive. Elle prit l'enfant et leurs mains se touchèrent brièvement. Un contact qui valait toutes les déclarations. Roux apparut dans l'encadrement de la porte, un sourire mauvais aux lèvres. Touchant tableau familial. Dommage qu'il ne dure pas, dans 1 heure les gendarmes reviendront. Votre protégé Henri ne pourra pas se cacher éternellement. Et vous, monsieur le comte, ou devrais-je dire, ancien comte, vous n'avez plus aucun pouvoir pour le protéger. Lacroix s'avança, son appareil photo sur l'épaule. Monsieur Roux, vous semblez oublier notre conversation sur les irrégularités comptables. J'ai passé la matinée à examiner vos livres. Fascinant, vraiment. Surtout les entrées concernant les ventes de vin qui n'apparaissent jamais dans les comptes officiels. C'était en partie du bluff, mais Lacroix avait vu juste. Le visage de Roux se décomposa. De plus, continua le photographe en sortant un document de sa sacoche, voici une copie du nouveau décret préfectoral, publié ce matin même. Les quotas de recrutement pour la Gironde ont été atteints. Aucune nouvelle conscription avant septembre. C'était un faux magnifiquement réalisé par un ami imprimeur républicain de Lacroix. Mais qui irait vérifier un samedi après-midi? Roux recula, comprenant qu'il avait perdu. Vous le regretterez, siffla-t-il avant de disparaître dans la maison. Il le retrouverait plus tard, parti avec l'argenterie et 3 tableaux de valeur. Mais pour l'instant, sa menace s'évanouissait avec lui. Claire se leva enfin. « Armand, pardonnez mon indiscrétion, mais avez-vous pensé à l'aspect pratique? Vous allez perdre les terres. Comment allez-vous vivre? Comment soigner l'enfant ?» Sa voix était calme, pragmatique. C'était la fille du négociant qui parlait maintenant. Armand regarda autour de lui le château qui avait été sa prison dorée. « Il me reste la parcelle sud. 20 hectares de bonnes vignes. C'est peu, mais avec du travail. » Il s'interrompit, regardant ses mains. Des mains d'aristocrate qui n'avaient jamais vraiment travaillé. « Je suppose que je vais apprendre. »« Je peux aider, » dit soudain Élise. « Je sais travailler la terre. Mon père était vigneron avant de mourir. Je connais les cycles, les maladies de la vigne, les moments de taille. » Elle rougit, craignant d'avoir parlé hors de son rang. Mais Armand sourit. Un vrai sourire pour la première fois depuis des années. « Alors vous m'apprendrez. » 16 heures. Le soleil descendait vers l'horizon, baignant le château d'une lumière ambrée. Dans les caves, Henri attendait, caché derrière les tonneaux. Il entendait les pas au-dessus, les voix étouffées. Dans 1 heure, Lacroix viendrait le chercher. Une carriole l'attendait derrière le château, chargée de matériel photographique. Il serait caché sous les bâches, juste un assistant transportant du matériel. À Bordeaux, un navire marchand partait pour Barcelone à minuit. Le capitaine, un Catalan sympathisant républicain, ne posait pas de questions, mais Henri avait peur. Pas des gendarmes ou de l'exil. Il avait peur de ne jamais revoir Élise et Lucien. Dans sa poche, il serrait un morceau de papier où Armand avait écrit, de sa main malhabile d'ancien alcoolique, une adresse à Barcelone. Chez Maria Castel, Carrer del Carmen. Des amis, ils t'aideront. Au-dessus, dans le bureau qui avait été celui de son père, Armand signait les documents préparés par le notaire de son oncle. Il cédait les 3/4 du domaine. Ne gardait que la parcelle sud et la petite maison du régisseur qui allait avec. Une chute vertigineuse. De compte à petit propriétaire en une après-midi. L'oncle Gaston jubilait. Tu aurais pu tout avoir, Armand. Tout.
et tu as tout gâché pour une servante et son bâtard. Armand posa la plume, regarda son oncle droit dans les yeux. Savez-vous ce que père m'a dit avant de mourir? Vivrai, mon fils, même si ça fait mal. J'ai mis 8 ans à comprendre ce qu'il voulait dire. Claire avait convaincu ses parents de partir sans elle. Je rentre par mes propres moyens, avait-elle dit à son père furieux. Maintenant, elle était dans la cuisine avec Élise, préparant une tisane pour Lucien avec les herbes du jardin. 2 femmes de mondes différents, unies par un instant de courage partagé. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Élise. « Vous n'aviez rien à gagner à me défendre. » Claire retira ses gants, révélant encore une fois ses mains abîmées. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, de la tuberculose comme mes frères. Avant de mourir, elle m'a fait promettre une chose, ne laisse jamais la peur décider pour toi. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai tenu ma promesse. » 16h30. Lacroix développait la photo dans sa chambre noire improvisée. L'image apparaissait lentement dans le bain de révélateur. Armand et Claire, figés dans ce moment juste avant la tempête. Le regard d'Armand, fuyant vers la droite. Le sourire contraint de Claire. Et dans le coin, à peine visible, l'ombre d'Élise et Lucien. Il sortit la photo du bain, l'observa à la lumière rouge. C'était une belle image, techniquement parfaite. Mais c'était aussi le portrait d'un mensonge sur le point de se briser. Il pensa à toutes les photos qu'il avait prises. Mariages arrangés, baptêmes de convenance, portraits de famille où personne ne s'aimait vraiment. Celle-ci au moins montrait un homme au moment de choisir la vérité. 17h moins 10. Henri était maintenant dans la carriole, caché sous les bâches. Lacroix avait vérifié 2 fois que la voie était libre. Les gendarmes étaient revenus, mais trouvant Henri absent et devant le faux décret préfectoral, ils étaient repartis bredouille. Le lieutenant Morvan avait promis de revenir, mais ce serait trop tard. Élise avait pu dire au revoir à son frère, 5 minutes dans la pénombre des caves. « Je reviendrai », avait promis Henri. « Quand Lucien sera grand, je lui apprendrai à sculpter. » Élise avait serré son frère une dernière fois, glissant dans sa poche les économies de toute une vie. 43 francs. Pour commencer là-bas, Armand avait ajouté une bourse. 300 francs, c'est tout ce qui me reste en liquide. Mais c'est suffisant pour tenir 6 mois. Lacroix a des contacts à Barcelone. Du travail t'attend. Henri avait voulu refuser, mais Armand l'avait arrêté. Tu es le frère d'Élise. Cela fait de toi ma famille. 17h. Les cloches sonnaient à nouveau. La carriole s'éloignait sur la route poussiéreuse, emportant Henri vers sa nouvelle vie. Sur le terrasseau, le petit groupe regardait le véhicule disparaître au tournant. Lucien s'était réveillé et montrait les oiseaux du doigt. « Oiseau, papa! Oiseau !» Ce mot « papa » prononcé naturellement fit monter les larmes aux yeux d'Armand. 8 ans qu'il buvait pour oublier sa lâcheté. 8 ans qu'il fuyait ses responsabilités. Et voilà qu'un enfant de 2 ans lui offrait la rédemption en un seul mot. Claire se préparait à partir. Son cousin l'attendait à Bordeaux pour la reconduire chez ses parents. Avant de monter dans la voiture, elle se tourna vers Armand et Élise. « Mon offre tient toujours. Pour les soins du petit. Mon cousin d'Arcachon est excellent médecin. » Elle tendit une carte de visite. « Écrivez-moi quand vous serez installés. » Elle monta dans la voiture, puis se pencha par la fenêtre. « Armand, savez-vous ce qu'on dira de nous dans les salons de Bordeaux? La folle qui a défendu une servante et le comte qui a tout perdu pour un bâtard. » Elle sourit. « Je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait jamais dite de moi. » La voiture s'éloigna. Claire ne se retourna pas. Elle savait qu'elle ne reverrait probablement jamais Armand. Dans 6 mois, ses parents lui trouveraient un autre parti. Elle se marierait, aurait des enfants, vivrait la vie qu'on avait tracée pour elle. Mais elle garderait toujours le souvenir de cet après-midi de juin où elle avait choisi, pour une fois, d'être courageuse. Le soir tombait sur le château de Montreuil. Les derniers domestiques partaient, emportant leurs maigres affaires. Demain, l'oncle Gaston prendrait possession des lieux. Mais ce soir, dans la petite maison du régisseur qu'ils occuperaient désormais, Armand, Élise et Lucien formaient une famille. Imparfaite, improbable, mais réelle. Septembre 1910, 3 mois après la photo.
La petite maison du régisseur avait été transformée. Les murs blanchis à la chaux, les volets repeints en bleu. Dans le jardin, Élise avait planté des herbes médicinales pour Lucien. Le docteur d'Arcachon, le cousin de Claire, était venu 2 fois, gratuitement. Mademoiselle Deschamps a tout payé d'avance, avait-il expliqué. L'air marin prescrit faisait des miracles. Lucien respirait mieux, riait plus fort. Armand avait les mains couvertes d'ampoules. Travailler la vigne était plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Chaque matin, il se levait à 5 heures avec Élise. Ensemble, ils soignaient les 20 hectares qui leur restaient. La récolte de septembre fut maigre, mais de qualité. 40 hectolitres vendus directement à de petits négociants républicains, amis de la Croix, qui payaient comptant et ne posaient pas de questions sur la chute sociale du comte de Villiers. Une lettre arriva de Barcelone. Henri écrivait qu'il travaillait dans un atelier d'ébénisterie. « Je sculpte des meubles pour de riches Catalans. Ils aiment les motifs français. J'envoie 20 francs pour les médicaments de Lucien. » Dans l'enveloppe, une photo prise par un photographe ambulant. Henri souriant devant la Sagrada Familia en construction. Vivant. Claire s'était fiancée en août à un banquier parisien. Les journaux de Bordeaux en avaient fait leur chou gras. Mademoiselle Deschamps trouve enfin un parti digne d'elle après le scandale Villiers. Mais elle continuait d'écrire. Des lettres brèves, pratiques, conseils pour les vignes, adresses de médecins, jamais de sentiments. Sauf cette phrase, glissée dans sa dernière missive. Je pense souvent à ce jour de juin. C'est mon plus beau souvenir. Octobre 1910. L'oncle Gaston était mort. Crise cardiaque dans son nouveau bureau du château. L'ironie du sort voulut qu'il mourût en signant l'acte de vente d'une parcelle à Roux, qui était revenu après avoir dilapidé l'argenterie volée. Le château passa à un cousin éloigné qui n'avait aucun intérêt pour le vin. Les terres furent divisées, vendues. Le château lui-même transformé en pension de famille. La grandeur des Villiers s'éteignait dans l'indifférence générale. Décembre 1910. Premier Noël dans la petite maison. Armand avait sculpté un cheval de bois pour Lucien, maladroit, mais fait avec amour. Élise avait cuisiné un chapon acheté avec les premiers bénéfices de leur vin. Sur la table, 3 couverts, une famille. Ce soir-là, après que Lucien se fût endormi, Armand et Élise parlèrent vraiment pour la première fois. « Je ne vous ai jamais demandé pardon, » dit-il. « Pour ces années où je vous ai caché, où j'ai caché Lucien. » Élise posa sa main sur la sienne, sa main de travailleuse sur sa main d'ancien aristocrate devenu vigneron. « Vous étiez prisonnier autant que moi, de votre nom, de votre rang, de vos peurs. Nous étions tous prisonniers. »« Plus maintenant, » répondit Armand. Et c'était vrai. La pauvreté relative, le travail dur, l'ostracisme social étaient le prix de la liberté, un prix qu'il payait volontiers. Mars 1911, 1 an après la photo. Armand et Élise se marièrent, pas à l'église Saint-Émilion qui leur était fermée, mais à la mairie, devant le maire républicain, ami de Lacroix. 2 témoins, le docteur d'Arcachon et Lacroix lui-même. Lucien, 3 ans maintenant, portait les alliances. Il ne toussait presque plus. Claire envoya un télégramme de Paris. « Félicitations, soyez heureux, CD. » Dans le paquet qui suivit, une édition complète de Hugo. Pour que Lucien apprenne à lire dans de beaux livres, comme son oncle Henri. Juin 1914, 4 ans après la photo. La guerre éclata. Henri, naturalisé espagnol, échappa à la mobilisation française. Il écrivait qu'il s'était marié avec Maria, la fille de sa logeuse. « Elle attend un enfant, je serai père. Dites à Lucien qu'il aura un cousin catalan. » Les 20 hectares produisaient maintenant 60 hectolitres par an. Pas une fortune, mais assez pour vivre. Lucien, 7 ans, allait à l'école communale. Les autres enfants le traitaient de bâtard jusqu'à ce qu'il montre ses poings. Il avait l'esprit vif de sa mère et le courage tardif de son père. L'instituteur, M. Bonnard, ancien séminariste devenu laïc, écrivit dans son rapport « Lucien Villiers est le meilleur élève de sa génération. Il ira loin. » Août 1918. La guerre finissait. Tant de morts. Le cousin qui avait hérité du château était tombé à Verdun. Les terres furent vendues aux enchères. Armand racheta la parcelle où se trouvait le terrazzo.
Pas par nostalgie, mais parce que c'était une bonne terre. Sur les pierres où la photo avait été prise, il planta de nouvelles vignes. Claire écrivit de Paris. Son mari était mort de la grippe espagnole. Elle était veuve à 28 ans, sans enfant. Je pense revenir à Bordeaux. J'ai assez joué à la parisienne. Peut-être pourrions-nous être amis maintenant que nos destins ne sont plus liés par les convenances. 1. 15 ans après la photo. Lucien, 17 ans, partait pour l'université de Bordeaux. Boursier, grâce à l'insistance de l'instituteur Bonnard et aux lettres de recommandation de Claire, devenu mécène des étudiants méritants. Il voulait devenir médecin. Pour soigner les enfants qui toussent comme je toussais. Henri était revenu pour l'occasion. 15 ans d'exil effacés en une embrassade. Il avait 3 enfants maintenant. Son atelier d'ébénisterie à Barcelone employait 10 ouvriers. « Je suis devenu ce que je n'aurais jamais pu être ici », dit-il en regardant les vignes. Un homme libre. Élise avait maintenant 46 ans. Les travaux des champs avaient tôt marqué son corps, mais son visage rayonnait d'une paix qu'elle n'avait jamais connue servante. Elle savait lire maintenant, écrivait même des lettres. La petite maison était devenue un foyer où les anciens domestiques du château venaient parfois prendre le café, partager les nouvelles. Armand, 49 ans, ne buvait plus depuis 15 ans. Ses mains, autrefois tremblantes, étaient maintenant fermes et brunes de soleil. Les 60 hectares qu'il cultivait avec 2 ouvriers produisaient un vin honnête qui se vendait bien. Pas le grand cru des Villiers d'autrefois, mais un vin de vigneron, fait avec soin et fierté. 1. 30 ans après la photo. La France tombait. Lucien, devenu médecin comme il l'avait rêvé, rejoignit la résistance. Dans ses messages codés, il signait « Le sculpteur », en hommage à son oncle Henri. Il cachait des aviateurs alliés dans les mêmes caves où Henri s'était caché 30 ans plus tôt. L'histoire se répétait, mais cette fois du bon côté du courage. Armand mourut en 1943 à 67 ans. Dans ses derniers moments, il tenait la main d'Élise et regardait la photo, cette fameuse photo que Lacroix leur avait finalement offerte. « Tu vois » murmura-t-il, « mes yeux cherchaient déjà notre avenir. » Je ne le savais pas encore, mais il te cherchait toi. Il cherchait notre vraie vie. Élise vécut jusqu'en 1952. Elle vit Lucien devenir chef de service à l'hôpital de Bordeaux, se marier, avoir des enfants. Elle vit la petite maison s'agrandir, les vignes prospérer. Sur sa table de nuit, 2 photos, celle de juin 1910, où tout avait basculé, et une de 1951, où toute la famille était réunie. Lucien, sa femme, leurs 3 enfants. Henri, venu de Barcelone avec les siens. Claire, restée célibataire mais devenue la marraine officieuse de tous les enfants. Lacroix, 85 ans, toujours l'œil vif derrière son appareil. 1. Les archives du studio Lacroix furent données au musée d'Aquitaine. Parmi les milliers de plaques de verre, celle du 14 juin 1910 attira l'attention d'une jeune historienne. Elle retrouva les descendants. Pierre Villiers, petit-fils de Lucien, neurologue à Bordeaux. Maria Castel-Moreau, arrière-petite-fille d'Henri, sculpteuse à Barcelone. Ils se rencontrèrent autour de la photo. Pierre raconta ce que sa grand-mère Élise lui avait dit avant de mourir. Cette photo montre le dernier instant du mensonge. La seconde d'après, nous avons tous choisi la vérité. C'était douloureux. C'était effrayant. Mais c'était nécessaire. Parfois, il faut que tout s'effondre pour pouvoir vraiment construire. Aujourd'hui, la photo est exposée au musée avec cette légende. Portrait de fiançailles. Château de Montreuil. 14 juin 1910. Photographe, Émile Lacroix. Au moment où cette photo fut prise, le jeune homme regardait ailleurs, cherchant quelqu'un dans la foule. 3 minutes plus tard, il perdrait tout. Sauf l'essentiel. Les visiteurs s'arrêtent, intrigués. Certains ne voient qu'un portrait de fiançailles raté où le marié ne regarde pas l'objectif. D'autres, plus attentifs, remarquent l'ombre dans le coin. Une femme avec un enfant. Ceux qui prennent le temps de lire l'histoire complète repartent différents. Car cette photo nous enseigne une vérité universelle. Nous passons nos vies à poser pour des photos parfaites, à maintenir des sourires de façade, à jouer des rôles qu'on nous a assignés. Mais les vrais moments de nos vies
ceux qui définissent qui nous sommes vraiment, arrivent quand nous cessons de poser. Quand nous avons le courage de regarder ailleurs, vers ce qui compte vraiment, même si cela signifie perdre tout ce que nous pensions important. Armand de Villiers a perdu son titre, sa fortune, son statut. Mais dans les bras d'un enfant qu'il appelait papa, il a trouvé sa rédemption. Élise Moreau a cessé d'être servante pour devenir épouse et mère reconnue. Henri a trouvé la liberté dans l'exil. Claire a découvert le courage dans la défense des faibles. Lucien a grandi aimé, est devenu médecin, a sauvé des vies. Cette photo ne devrait pas exister. Elle capture un monde sur le point de s'effondrer. Mais c'est justement pour cela qu'elle est précieuse. Elle nous rappelle que parfois, les plus beaux moments de nos vies arrivent juste après nos plus grandes catastrophes. Quand nous cessons de préserver les apparences et commençons enfin à vivre vraiment. Si un jour vous vous retrouvez devant un photographe, posant pour une photo importante, souvenez-vous d'Armand de Villiers. Souvenez-vous que ce n'est pas l'objectif qui compte, mais ce que vos yeux cherchent vraiment. Et si vous avez le courage de regarder dans cette direction, même si cela défait tout ce que vous avez construit, vous découvrirez peut-être, comme lui, que perdre tout peut être le début de tout gagner. Car au final, nous ne sommes pas définis par les photos que nous posons, mais par les moments où nous cessons de poser. Ces moments où, comme Armand ce jour de juin 1910, nous choisissons la vérité difficile plutôt que le mensonge confortable. Ces moments où nous découvrons que l'amour véritable ne se trouve pas dans les mariages arrangés, mais dans les choix impossibles. Ces moments où nous apprenons que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. La photo existe toujours. Vous pouvez la voir au musée d'Aquitaine. Regardez bien les yeux d'Armand. Il ne fixe pas l'objectif. Il cherche. Il cherche ce que nous cherchons tous. Une raison de tout risquer pour ce qui compte vraiment. Et si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce qu'au fond, nous avons tous notre photo du 14 juin 1910. Ce moment où nous devons choisir entre la sécurité du mensonge et le danger de la vérité. Choisissez la vérité. Même si vos mains tremblent. Même si vous perdez tout. Car ce que vous gagnerez sera infiniment plus précieux que ce que vous perdrez. Vous gagnerez le droit de regarder vos enfants dans les yeux sans honte. Le droit de vieillir sans regret. Le droit de mourir en sachant que vous avez vécu, vraiment vécu, au moins une fois dans votre vie. C'est la leçon de cette photo qui ne devrait pas exister. C'est l'héritage d'un instant de courage un après-midi de juin 1910. C'est l'histoire d'un regard qui cherchait ailleurs et qui a trouvé finalement exactement ce qu'il cherchait. Cette histoire, inspirée de faits historiques réels, nous rappelle une vérité intemporelle. Parfois, il faut tout perdre pour enfin gagner ce qui compte vraiment. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Armand ? Auriez-vous eu la force de tout avouer devant vos proches ? Pensez-vous que l'amour peut survivre aux secrets et aux mensonges ? Qu'est-ce que cette photo de 1910 vous inspire personnellement ? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « courage » dans les commentaires pour que je sache que vous avez suivi l'histoire jusqu'au bout. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche et de partager cette histoire pour que d'autres puissent découvrir ce message. Enfin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer avec une nouvelle histoire tout aussi bouleversante.